Bonjour à tous et soyez les bienvenus. Il est 13 h. Voici les grands titres de cette édition. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, attendu à Tokyo au Japon, puis à Sochi en Russie. Le chef de l'État ivoirien va participer à la cérémonie d'intronisation du nouvel empereur nippon Naruhito. L'étape de Sochi en Russie va permettre au président de la République, Alassane Ouattara, de prendre part au tout premier sommet Russie-Afrique. En Côte d'Ivoire, quelques bénéficiaires du projet Emploi Jeunes et Développement des compétences ont reçu récemment la visite du ministre de la Promotion de la Jeunesse de l'Emploi Jeune, Mamadou Touré, accompagné d'une délégation de la Banque mondiale. Il s'agissait d'évaluer les avancées du PGDEC. Enfin, Kaïs Saïed, nouveau président de la Tunisie. Cet universitaire a remporté le second tour de la présidentielle avec plus de 70% des suffrages. Pour commencer, les activités du chef de l'État, le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a quitté Abidjan pour une mission qui va le mener successivement à Tokyo au Japon et à Sochi en Russie. À Tokyo, le chef de l'État prendra part du 20 au 23 octobre 2019 à la cérémonie d'intronisation du nouvel empereur du Japon, le prince héritier Naruhito. Le prince Naruhito est officiellement devenu le 1er mai 2019 le 126e empereur du Japon, au lendemain de l'abdication de son père, l'empereur Akihito. Le président de la République va se rendre ensuite à Sochi en Russie, où il va participer du 23 au 26 octobre 2019 au premier sommet Russie-Afrique consacré à la paix, à la sécurité et au développement. Ce sommet destiné à rechercher les voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale entre la Russie et le continent africain dans les domaines politiques, économiques et culturels, abordera également les défis actuels du monde et les questions régionales. En marge du sommet, le chef de l'État va prendre part au premier forum économie Russie-Afrique et aura des entretiens avec ses homologues et plusieurs personnalités. Fait à Abidjan le 13 octobre 2019. L'actualité en Côte d'Ivoire, c'est bien sûr l'ouverture aujourd'hui dans la commune de Cocody de la CGC Academy 2019. C'est le plus grand forum économique annuel du secteur privé ivoirien. Rencontre en présence du vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. La commune de Cocody accueille donc aujourd'hui la CGC Academy 2019. À noter que la République du Rwanda, pays invité d'honneur de cette 8e édition, est représentée par son président Paul Kagame. Paul Kagame qui a été accueilli à son arrivée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët par le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Daniel Kablan-Duncan, et des membres du gouvernement. Le Royaume d'Espagne a célébré récemment sa fête nationale. En Côte d'Ivoire, les festivités se sont déroulées en présence du vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. L'occasion pour l'Espagne d'annoncer une augmentation de ses actions en Côte d'Ivoire. C'est un reportage de Mahama Traoré. L'établissement des relations diplomatiques entre la République de Côte d'Ivoire et le Royaume d'Espagne remonte au 27 avril 1964. 55 ans après, les relations entre les deux pays sont au beau fixe, avec à la clé de nombreux projets de développement. Nous avons cette année approuvé les projets qui doivent se mettre en marche incessamment dans le cadre de notre programme bilatéral de désendettement à hauteur de 34 milliards de francs CFA, dirigés donc vers les investissements sociaux, en particulier dans les secteurs de l'accès à l'eau et l'électrification, pour commencer dans la commune d'Abobo. Nous avons avancé des propositions additionnelles de financement concessionnel pour la lutte contre les effets de l'érosion côtière à hauteur de 28 milliards de francs CFA. Le gouvernement ivoirien a approuvé la construction d'un centre de formation en énergie renouvelable avec financement espagnol pour un montant total de 6,5 milliards de francs CFA. Cette année, le Royaume d'Espagne célèbre sa 527e fête nationale. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a assisté à la commémoration de l'événement à la résidence de l'ambassadeur d'Espagne en Côte d'Ivoire.
En fonction depuis le 13 novembre 2018, Ricardo López Aranda entend œuvrer à l'accroissement des relations économiques. En 2018, les échanges globaux entre les deux pays s'élevaient à hauteur de 333 milliards de francs CFA. Des échanges qui devraient être boostés avec le statut de partenaire privilégié dont bénéficie la Côte d'Ivoire dans la stratégie Afrique adoptée par le gouvernement espagnol en mars 2019. Avec un tel statut, l'Espagne promet des appuis multiformes à la Côte d'Ivoire, dont un soutien pour l'organisation de l'élection présidentielle de 2020. Grand Bassam, dans la région sud du pays, après les fortes pluies qui se sont abattues récemment sur la ville, plusieurs sites sont complètement sous les eaux. Il s'agit du quartier France et de la prison civile. Les détails dans ce reportage de Salima Toudia. Les pieds dans l'eau au carrefour du centre culturel du quartier France de Grand Bassam, le regard à gare, Nathaël est en proie à la crue et aux inondations de la ville. L'eau rentre dans la maison, ça envahit la maison, ça y a mouillé tous nos matelas. On ne sait pas comment faire, les sacs de riz sont mouillés. On est obligé de marcher dans l'eau là pour sortir. La nuit, mais quand ça rentre dans la maison, on ferme la chambre. Et puis, on va s'asseoir au centre culturel là. Jusqu'à attendre environ minuit. Minuit, ça descend et puis on revient. Quand du matin, 6 heures comme ça remonte encore. L'eau qui est là, ça peut provoquer les pieds d'athlètes souvent. On ne sait pas ce qui se trouve dans l'eau aussi. Il peut y avoir des serpents. Donc, s'il peut nous offrir quelques bottes pour qu'on puisse se déplacer avec, ça puisse nous arranger. À la prison civile de Grand Bassam, le camp des gardes pénitentiaires n'a pas non plus échappé à la montée des eaux. Nous sommes à la rentrée de la prison civile. Mais jusqu'après la prison civile encore, tout est inondé. Voilà, les enfants, comme les mamans, comme les papas, comme les gardes, ne peuvent pas s'en sortir. Les toitures coulent, les prisonniers ici n'arrivent pas à dormir. Personne ne peut bouger, mais quand même, le travail se fait. Pour le maire de la ville, Grand Bassam est une zone inondable en raison de sa situation géographique. Cette situation est due à la crue de la Comoé, qui tire, comme vous le savez, sa source au nord de la Côte d'Ivoire et bien au-delà, dans un pays frontalier, avec l'abondante pluviométrie que nous avons connue. Malheureusement, l'exutoire se trouve dans la lagune à Grand Bassam. Et lorsque la Comoé sort de son lit, eh bien, la lagune, qui est supposée être le réceptacle, est débordée également. Et l'eau trouve son chemin dans les habitations, dans les quartiers périphériques, dans les quartiers riverains. Pour prévenir la situation qui prévaut dans les quartiers Odo, Phare, Petit Paris, France ou encore Mousseau, il y a lieu d'ouvrir l'embouchure, selon Jean-Louis Moulot. L'ensemble des canaux et caniveaux de la ville de Grand Bassam ont été curés. Cependant, même si les caniveaux et les canaux avaient été curés à nouveau en amont de la saison des pluies, ça n'aurait pas constitué une réponse à ce problème. Puis la solution se trouve dans l'ouverture définitive de l'embouchure. C'est un projet que nous suivons bien évidemment auprès des autorités gouvernementales concernées. Il nous a été indiqué que l'appel d'offres a été fructueux. Une entreprise s'est vue attribuer le marché et nous espérons un début des travaux au premier trimestre de l'année 2020. Les familles sinistrées avaient récemment reçu des dons d'une valeur de 16 millions de francs CFA du ministère de la Solidarité en vue de soutenir les efforts des autorités locales. Les orages et fortes pluies survenus à Ayamé et Grand Bassam dans la région sud du pays ont fait 5 morts et causé d'importants dégâts matériels. Une délégation du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté s'est rendue sur les lieux pour apporter la compassion du gouvernement. Les populations sinistrées ont ainsi reçu des vivres et non-vivres. On retrouve Salima Toudia. C'est un gouvernement compatissant et solidaire qui vient assister la centaine de familles sinistrées de la région du Sud Comoé, suite aux fortes pluies tombées du 4 au 6 octobre. La ville d'Ayamé, qui a enregistré la mort d'un homme de 26 ans emporté par les eaux et 119 familles sinistrées, a reçu du ministère de la Solidarité des dons en nature et en espèces d'une valeur de 6 millions de francs CFA. La ministre Maria Tokone était représentée par le ministre de la Santé, Eugenia Kaawoli, venu lui aussi apporter son soutien. Un lot important de vivres et non-vivres a constitué donc ce don évalué à 6 millions de francs CFA, dont 500 000 francs en espèces pour les parents de la victime. Nous avons fait également un geste au nom du conseil régional en remettant quelques pagnes, surtout aux femmes, mais également une somme de 2 millions pour venir en aide aux familles en difficulté.
Cet élan de solidarité de la part du gouvernement et aussi de l'ONG bénévole de premiers secours qui a offert des kits alimentaires est allé droit dans les cœurs. Je voudrais dire sincèrement merci à son Excellence, M. Alassane Ouattara, à Madame la ministre de la Solidarité, au ministre de la Santé qui se sont manifestés. Ce geste nous va droit au cœur. Après Ayamé, le cap a été mis sur la ville de Grand-Bassam qui a également reçu des vivres et non-vivres d'une valeur de 9 millions de francs CFA. Madame le ministre entend manifester la solidarité et la compassion du gouvernement de Côte d'Ivoire à toutes les populations. Je dis bien toutes les populations, sans exception, qui malheureusement ont été touchées par les inondations. En vue de prévenir d'éventuels dégâts, les populations sont invitées à la vigilance et au strict respect des consignes de sécurité prescrites par l'ONPC. Forte pluie et inondations dans certaines villes du pays. Une réunion de crise a été convoquée récemment à la préfecture d'Abidjan en présence du général Vagondo Diomandé, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Objectif, emmener les populations à quitter les zones à risque. Un tout autre sujet à présent et nous partons à Dakar au Sénégal. Le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest a présenté récemment son rapport d'activité 2018. Ce document souligne que 17 États membres enregistrent des progrès dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les explications dans ce reportage de Jean-Jacques Kwame-Ala. Ce rapport, présenté par le directeur général du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, Diaba, invite les 17 États membres, dont 15 sont de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, à poursuivre les évaluations mutuelles des dispositifs de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. C'est à travers les évaluations mutuelles que nous arrivons à apprécier ce que les États font pour juguler le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Lorsque des faiblesses sont identifiées, les recommandations pertinentes sont faites à l'endroit de ces États pour leur permettre de prendre des mesures pour corriger ces faiblesses. Conscient du manque de personnel technique, de l'insuffisance des ressources financières, le GIABA, grâce à l'appui des partenaires techniques et financiers, précise le rapport, a réussi à mettre en œuvre 70% des activités planifiées. Mais quels sont les secteurs touchés par le financement du terrorisme et le blanchiment de capitaux? Pour le financement du terrorisme, c'est l'utilisation abusive des OBNL, c'est-à-dire des organisations à but non lucratif, qui semble être le secteur le plus exposé. Concernant le blanchiment de capitaux, le secteur de l'immobilier, dans certains pays, vous avez le change manuel, dans d'autres pays, vous avez les industries extractives et minières. Pour 2019, les défis pour le GIABA sont énormes. La priorité, améliorer le taux de condamnation des auteurs du blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ce taux, en 2018, était très faible dans les 17 États membres. Dans l'actualité également, cette vaste campagne de sensibilisation initiée par la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Objectif, emmener l'administration publique et les populations de Côte d'Ivoire à s'engager dans la lutte contre la corruption. Tout de suite, l'étape de Dabou et d'Adzopé dans la région sud du pays. On fait le point avec Didier Nguessan. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance sensibilise les autorités administratives et populations de Dabou sur la déclaration du patrimoine, les actes de corruption, les peines encourues et les modes de saisine. Une campagne qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. De plus en plus, des dispositions commencent à être prises par les administrations pour mieux se conformer à des actes qui sont assimilables à des actes de corruption. Et donc on commence à constater une évolution, une prise de conscience surtout au niveau des populations, mais également aussi au niveau des administrations. L'administration publique s'imprègne du dispositif juridique et institutionnel. Il a été installé aujourd'hui la plateforme anticorruption qui sera chargée de veiller sur tous les actes de corruption qui gangrènent notre société, qui gangrènent d'abord surtout notre administration publique
et qui causent d'énormes préjudices, n'est-ce pas, aux usagers. En marge de cette campagne de sensibilisation, un comité local d'intégrité est mis en place. Il est chargé de surveiller la délivrance des actes administratifs et de dénoncer les dysfonctionnements de l'administration publique. Il nous appartient, nous, comité local, de faire en sorte que nous puissions réduire les parcelles de la corruption. Avant l'étape de Dabou, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance a sensibilisé les populations d'Adzopé. C'est une visite pour évaluer les avancées du projet Emploi Jeunes et Développement des compétences, le PJDEC. Elle a été effectuée par Mamadou Touré, le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi Jeune. Le ministre avait à ses côtés une délégation de la Banque mondiale. Théodore Zouzou et Jean-Marc Djadji. Plateau, 11h30 ce jeudi. À la salle de conférence d'un établissement bancaire de la place, des visiteurs peu ordinaires. Le ministre Mamadou Touré et Waliwan de la Banque mondiale. Ils y sont pour se rendre compte de l'effectivité de l'insertion de 3 jeunes bénéficiaires du projet Emploi Jeunes et Développement des compétences PJDEC par la dite banque. Aujourd'hui, ceux-ci peuvent se réaliser. J'ai postulé aux offres et aujourd'hui je suis au sein de YOP. Je suis passé de statut sans emploi à un statut de stagiaire avec un salaire. Ça a apporté une évolution sociale. Autres bénéficiaires, 6 jeunes gens insérés, eux, par un établissement hôtelier à Cocody, une autre commune. J'ai pris contact avec la GFOP et ils m'ont donné les dossiers à fournir. Je suis allé sur le terrain, fait la formation pendant 1 an. La structure AGFOP, c'est une réalité. Je suis autonome. Les jeunes que vous avez vus, aussi bien aujourd'hui dans cet établissement que ceux qu'on a vus à la Société Générale, sont la preuve que le programme est en train de fonctionner. Donc nous sommes vraiment très contents de ce qui se passe en ce moment et nous allons continuer à collaborer avec le gouvernement pour renforcer tout ça. En partant donc de l'expérience de ces jeunes, dit aux autres jeunes qu'ils doivent faire confiance aux différents dispositifs mis en œuvre. Bien évidemment, nous continuons à travailler, donc à améliorer les dispositifs existants. L'espoir est permis, il faut juste que ces jeunes se mobilisent autour des informations sur les possibilités d'insertion qui leur sont offertes. La Côte d'Ivoire a bénéficié de 25 milliards de francs CFA de ressources additionnelles octroyées par la Banque mondiale à la clôture prévisionnelle de la première phase du PJDEC au 30 juin 2015. Elle voudrait, après l'atteinte des objectifs qualificatifs et quantitatifs, bénéficier d'un autre financement pour une 3e phase. Celle-ci permettra d'améliorer l'accès de plus de 30 000 jeunes à un emploi d'ici à 2030. Une politique qui entre dans le cadre du programme social du gouvernement. Un tout autre sujet à présent, 500 francs CFA, c'est le prix du kilogramme des déchets plastiques en Côte d'Ivoire. Le pays veut ainsi développer une politique du recyclage à grande échelle. Cette information a été rendue publique lors du lancement officiel du premier salon du recyclage, événement qui va se tenir à Abidjan du 16 au 18 octobre prochain. Le point avec Patricia Etia. Des meubles faits à partir de vieux pneus, des objets d'art fabriqués avec des fourchettes et une tenue à base de feuilles et de nattes usées. On a des vieilles nattes là qui sont jetées, qu'on a récupérées, lavées et enlevé chacun des fils. Voilà qu'on a pris pour faire ce collier là. Vous avez vu les boucles d'oreilles? Oui, vous l'avez compris, nous sommes au lancement de la première édition du Salon du recyclage. Il est aujourd'hui aisé et tentant de jeter un objet, même en bon état, afin de le remplacer. Ces modes de vie ont des conséquences sur la planète et l'environnement. Il existe pourtant une solution simple et facile pour éviter de jeter, c'est le réemploi ou le recyclage. C'est une seconde vie, c'est aussi mettre en avant l'énergie, l'économie circulaire, où déjà il faut penser à des fins de vie de certains objets, trouver des solutions à tous ces déchets qui nous envahissent. Le conseiller du Premier ministre chargé de l'environnement et du développement durable a indiqué dans le cadre de l'économie circulaire que le gouvernement a décidé de fixer à 500 francs CFA le kilogramme des déchets plastiques. Ces initiatives visent à promouvoir la création d'entreprises et d'emplois dans le domaine du recyclage des déchets plastiques. Étant à la première édition, nous souhaitons qu'il y ait une édition avec différents partenaires. Et les partenaires du privé sont là aussi pour nous encourager. Car ce n'est pas seulement en termes de déchets qu'il faut voir, il faut voir en termes d'économie, en termes d'emploi, en termes d'occupation de la jeunesse.
Notons que ce salon du recyclage, le premier du genre en Côte d'Ivoire, vise à amener les entreprises et les ménages à parvenir à une meilleure valorisation des déchets et susciter une prise de conscience de l'action de l'homme sur l'environnement. Une rencontre pour dire non au cancer du sein et au cancer du col de l'utérus. Elle a été initiée par l'organisation non gouvernementale Vie et Santé Côte d'Ivoire. Au programme, des séances de danse et de sport pour lutter contre ces deux graves maladies chez la femme. On en parle avec Issa Yeo. Des centaines de personnes mobilisées pour lutter contre le cancer du sein. Pour Octobre Rose 2019, l'ONG Vie et Santé Côte d'Ivoire et Abidjan Dance ont voulu mobiliser le maximum de personnes pour faire passer le message qui sauve des vies. Les gens nous font de plus en plus confiance, c'est-à-dire que lorsqu'on leur parle de la Pink Party, automatiquement ils savent que c'est dépistage du cancer du sein. Ils ont de moins en moins de gêne, le mot passe, voilà, parce que l'objectif c'est de sensibiliser. J'aimerais apporter ma contribution pour que tout le monde puisse être informé, renseigné, voilà. Le thème retenu pour les initiateurs pour la 6e édition de cet événement, dénommé Pink Party, était Dance for Cause. Il s'agissait de danser pour se dresser contre ce cancer qui a déjà fait 12 000 victimes en Côte d'Ivoire, mais surtout d'aider au dépistage précoce à travers des séances gratuites. Une femme sur 12, dit-on, est susceptible de faire un cancer du sein dans sa vie. Donc, il faut se faire dépister précocement pour pouvoir être prise en charge, éviter que les boules qui sont dans le sein se transforment en cancer. Mesdames, les jeunes filles, mes filles, toutes au dépistage. C'est un fléau qui mine la société, qui touche toutes les femmes. Donc il est important de faire le dépistage et puis faire le traitement si possible. Au cours des Pink Party précédentes, 4 femmes ont été dépistées positives et prises en charge. Pour cette année, les organisateurs entendaient recueillir la somme de 5 millions de francs CFA pour aider à l'éradication des cancers du sein et du col de l'utérus, dont le seul moyen de prévention reste encore le dépistage précoce. Toujours au chapitre santé, la célébration le 26 septembre dernier de la journée mondiale de la contraception. Objectif, réduire le nombre de grossesses non désirées dans le monde. En Côte d'Ivoire, la célébration officielle s'est tenue dans la commune d'Abobo. L'occasion pour le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique d'encourager l'utilisation des contraceptifs par les femmes. Astou Touré. Abobo, commune cosmopolite. Avec environ 2 millions d'habitants, cette municipalité est la plus peuplée de Côte d'Ivoire. C'est donc à Dessin que cette commune a été choisie pour abriter la 4e édition de la Journée mondiale de la contraception. Sur le terrain, des stands sont dressés, occasion pour les ONG de sensibiliser jeunes et adultes à l'utilisation des méthodes contraceptives modernes. Cette stratégie-là nous tient à cœur. Nous voulons vraiment promouvoir les contraceptifs pour que toutes les femmes en âge de procréer soient là, entendre l'information vraie. Parce que souvent, c'est la camarade du quartier, la petite camarade qui lui dit non, si tu as pris ça, tu seras stérile. Les guides religieux également sont mis à contribution. Le planning familial, nous sommes des religieux, nous sommes des imams. Je pense que le Coran n'est pas formellement interdit. Autant donné que ça appelle aussi à la santé des enfants et à la santé de la mère. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la planification familiale a permis de réduire de moitié le taux de mortalité dans le monde de 1990 à 2015. Avec l'UNFPA, par exemple, on a pu sensibiliser 15 649 femmes et hommes dans la communauté à l'utilisation des services de santé et reproduction et de planning familial, à la prévention du VIH. Et avec l'UNFPA, on a pu mettre 8 443 femmes sous contraceptifs modernes, dont 6 539 nouvelles utilisatrices. Pour encourager l'utilisation des contraceptifs, la Côte d'Ivoire bénéficie d'un appui de près de 2 milliards de francs CFA, soit un apport de 84,21% pour l'acquisition des produits contraceptifs. Et ce n'est pas tout. La Côte d'Ivoire est sur le chemin, avec comme point d'achèvement sa loi sur la santé de la reproduction, qui permettra de lever un bon nombre de barrières qui freinent la contraception dans notre pays et donc de réduire la mortalité des femmes et des enfants
étant donné le lien prouvé entre l'investissement dans la contraception et ses effets sur l'ensemble des indicateurs de la santé maternelle. Bien que 93% des femmes connaissent au moins une méthode de contraception moderne, le taux de prévalence des contraceptifs est de 21%. Un chiffre bien en deçà de l'objectif 2020 de l'OMS qui est de 36%. Autre actualité nationale, le prix Peleforo Gbon Coulibaly sera décerné le 22 novembre prochain. Il s'agit de récompenser les actions pour la paix. La FEDOCI Fédération, l'initiatrice de cet événement, était récemment face à la presse pour en donner les contours, notamment qui peut postuler, comment et où peut-on le faire. Franck Quadio. Pour promouvoir la paix, facteur de cohésion, un prix du nom du patriarche Feu Peleforo Gbon Coulibaly décerné le 22 novembre prochain au meilleur artisan de paix 2019. L'initiative de la Fédération des ONG de développement de Côte d'Ivoire FEDOCI, soutenue par la Convention nationale des organisations de la société civile ivoirienne. Le prix Peleforo Gbon Coulibaly de la paix servira à magnifier des actions de paix posées par un individu, un groupe d'individus ou une institution. Pour la crédibilité du prix, un jury composé de différents acteurs de la société civile. Il y aura des hommes de médias, des religieux, des juristes, entre autres. Le futur lauréat aura une mission d'utilité publique. Le lauréat d'abord va être un ambassadeur de la paix sur toute la Côte d'Ivoire. Il devra se rendre dans tous les points chauds pour parler aux populations, pour échanger avec les populations. Mais déjà pour être lauréat, il faut être proposé parce que personne ne peut proposer sa propre candidature. Le prix Peleforo Gbon Coulibaly en hommage aux actions de paix du patriarche qui aura en son temps su préserver le climat social avec le concurrent Samori Touré et les colons par exemple. Pour cette première édition du prix créé en 2014, les candidats seront reçus au siège de la FEDOCI à Bobo jusqu'au 14 novembre et le prix attribué le 22 du même mois. Un prix qui comportera des numéraires, un trophée et un tableau évocateur de paix. La paix également au centre des discussions à Nagoya au Japon. Environ 40 000 personnes étaient rassemblées à la Shiskai Expo. Cette rencontre est une initiative de la Fédération mondiale pour la paix. C'est un reportage de Dangui Dangui. Chant, danse, émotion de remerciement devant 40 000 personnes venues du monde entier à l'Archi Sky Expo dans la ville de Nagoya au centre du Japon. Un spectacle haut en couleur sur fond de plaidoyer en faveur de la paix dans le monde et singulièrement en Asie du Sud-Est. Au pupitre, leaders coréens, japonais et américains ont tour à tour défendu l'idée d'une coopération étroite entre le Japon, la Corée et les États-Unis pour une paix durable dans cette partie du monde. Promotrice de cette idée, Dr Ak Ja-Hamoon, cofondatrice de la Fédération mondiale pour la paix, a demandé aux leaders du monde entier de s'engager davantage en faveur de la paix et du bien-être de leur peuple. Pour résoudre les problèmes ou relever les défis d'aujourd'hui, il faut d'abord consolider les valeurs et les relations familiales. Toutes les religions poursuivent un même but, une vie paisible et harmonieuse. Avant son allocution, Dr Ak Ja-Hamoon a présidé la cérémonie de bénédiction de 10 000 mariages. La Fédération mondiale pour la paix compte plus de 3 millions de personnes dans le monde. Kayed Sayed, vainqueur du second tour de l'élection présidentielle en Tunisie. L'universitaire a obtenu plus de 70% des suffrages contre 30% pour son rival, l'homme d'affaires Nabil Karoui. Des milliers de partisans de Kayed Sayed ont exprimé leur joie dans les rues de Tunis, la capitale. En Espagne, le verdict du procès des dirigeants indépendantistes catalans, ils écopent entre 9 ans et 13 ans de prison pour sédition, malversation de fonds publics et désobéissance. Enfin, le prix Nobel d'économie 2019 décerné aujourd'hui à 3 chercheurs, la Française Esther Duflo et les Américains Abhijit Banerjee et Michael Kremer. Tous 3 ont été récompensés pour leurs travaux sur l'allègement de la pauvreté globale. Voilà, merci de nous avoir suivis. Excellent début de semaine à tous.